Ma sœur a engagé des détectives privés pour prouver que j'avais menti au sujet de mon entreprise. Elle avait prévu de m'humilier lors du 80e anniversaire de grand-mère, jusqu'à ce que des députés entrassent et l'arrêtassent elle, au lieu de moi. L'écran du téléphone s'est allumé à 23h47 un mardi soir, et avant même de lire le message, je savais de qui il venait. 5 ans de silence, et elle ne pouvait toujours pas s'en empêcher. Tu ne peux pas continuer à éviter la famille. Le 80e anniversaire de grand-mère est dans 3 semaines. Viens ou pas, mais arrête de faire semblant d'avoir une vie plus importante que la nôtre. J'étais assise sur le bord de mon lit dans le noir, la lumière bleue de l'écran se reflétant sur la couverture encadrée de Forbes 31h30 sur ma table de chevet. La couverture que je n'avais jamais envoyée à mes parents. La couverture dont ma sœur aînée ignorait l'existence. J'ai lu le message 3 fois. Puis, j'ai posé le téléphone face contre terre sur la couette et j'ai ri, car que faire d'autre quand la femme qui avait dit à tout le monde lors du dîner de Pâques que je finirais probablement à travailler dans la vente au détail pour le reste de ma vie, décide quelle est l'autorité morale en matière d'obligation familiale? Mon nom est Quinn Hartwell. J'ai 31 ans. Je dirige une entreprise de logiciels logistiques à Austin qui a réalisé 42 millions de dollars de revenus l'année dernière. Et selon ma sœur aînée Bryn, j'ai menti. Sur tout cela depuis 2020. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite ville près de Charleston, appelée Edisto Bend. Mon père possède la deuxième plus grande agence d'assurance du comté. Ma mère enseigne le piano. Ma sœur aînée Bryn est née la première, avec 4 ans et demi d'avance. Et dès le moment où j'ai appris à marcher, la comparaison a commencé et elle n'a jamais cessé. Bryn était celle qui est entrée dans le programme pour surdoués. Bryn était celle qui a fait l'équipe de tennis universitaire. Bryn était celle qui est entrée à Vanderbilt avec une bourse partielle. J'étais celle qui ne pouvait pas rester tranquille en classe. J'étais celle qui avait eu un C en géométrie. J'étais celle à qui, selon ma mère, il fallait dire 3 fois avant de mettre mon assiette dans le lave-vaisselle. Quand j'avais 10 ans, j'avais déjà entendu la phrase « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» tant de fois que ce n'était plus une phrase. C'était juste un son que mes parents faisaient quand ils étaient fatigués, ou déçus, ou les deux. J'ai obtenu mon diplôme du lycée avec une moyenne de 3,1. Je suis allé dans une université d'État, car personne n'a proposé de m'aider à chercher mieux. J'ai étudié l'informatique, non pas parce que quelqu'un dans ma famille m'y a encouragé, mais parce que j'ai appris à coder seul à 14 ans, durant un long et misérable été où ma sœur était en Europe, pour un séjour d'études que mes parents avaient payé 8 000 $. Pendant qu'elle mangeait de la glace à Florence, j'étais assise dans notre sous-sol, apprenant Python avec un livre de bibliothèque et un cours gratuit sur Coursera. Cet été-là a été la première fois que j'ai compris quelque chose qu'il m'a fallu une décennie de plus pour accepter pleinement, personne ne viendrait me sauver. Si je voulais une vie qui ne ressemblait pas à celle que mes parents avaient préécrite pour moi, j'allais devoir la construire de mes propres mains, pendant que tous ceux que j'aimais me disaient que je perdais mon temps. J'ai obtenu mon diplôme en 2016. J'ai déménagé à Austin avec 2 valises et 1 100 $ que j'avais économisés en faisant la serveuse. J'ai trouvé un emploi de développeuse junior dans une entreprise de courtage de fret, gagnant 46 000 $ par an. Et en 18 mois, j'ai remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer, le logiciel de répartition que toute l'industrie utilisait avait été construit en 2003 et tenait avec du ruban adhésif et des prières. J'ai commencé à construire quelque chose de mieux le week-end. Je rentrais après une journée de 10 heures, manger un burrito au micro-ondes, et coder jusqu'à 2 heures du matin. J'ai fait cela pendant presque 3 ans. En 2019, j'ai démissionné. J'ai emménagé dans un appartement
de 55 mètres carrés avec un colocataire trouvé sur Craigslist. Je vivais de riz, de légumes surgelés, et de l'occasionnel billet de $20 que ma grand-mère glissait dans une carte d'anniversaire. J'ai construit la première version de ce qui allait devenir Switchback Logistique, avec 2 cofondateurs rencontrés lors d'une rencontre, et nous avons décroché notre premier client payant en mars 2020, 2 semaines avant que le monde ne s'arrête. La pandémie aurait dû nous tuer. Au lieu de cela, elle nous a construit. Soudain, chaque entreprise de camionnage régional en Amérique avait besoin d'un logiciel capable de gérer une chaîne d'approvisionnement mondiale en feu. Nous sommes passés de 3 employés à 28 en 18 mois. En 2022, nous avions 52 employés et une série A. En 2024, nous en avions 130 et nous venions de clôturer notre série B, avec une valorisation de $220 millions. Ma famille ne savait rien de tout cela. Cela semble probablement fou. C'est fou. Mais vous devez comprendre ce que c'était d'essayer de parler à ma mère de mon travail. La première fois que j'ai mentionné avec désinvolture que l'entreprise que j'avais lancée commençait à prendre de l'ampleur, elle a dit, je cite: « Oh, ma chérie, je ne veux juste pas que tu sois gênée quand ça ne marchera pas. L'amie de ta sœur, Tasha, a essayé de lancer une entreprise de bougies et elle a tout perdu. Et puis elle a changé de sujet pour parler de la liste de mariage de mon cousin. La deuxième fois, 2 ans plus tard, j'ai dit à mon père que nous avions embauché notre 20e employé. Il a dit, 20 personnes qui travaillent pour toi, Queen. Es-tu sûr qu'elles sont payées à temps? Parce que si tu diriges une sorte de pyramide, c'est de graves problèmes juridiques. La 3e fois, j'ai simplement arrêté. Bryn, à ce moment-là, se moquait ouvertement d'eux. Mon petit projet tech à chaque réunion de famille depuis 5 ans. Elle travaillait à Charleston comme directrice du développement d'une organisation à but non lucratif pour l'alphabétisation des enfants, un emploi dont mes parents parlaient comme si elle guérissait le cancer. Chaque Noël, elle me coinçait près du chariot à boissons et me demandait, d'une voix faussement inquiète, si je faisais toujours le truc de la freelance et si j'avais besoin d'aide pour rédiger un vrai CV. Chaque photo de vacances postée sur Facebook avait une légende disant à quel point mes parents étaient fiers de notre brillante Bryn et espéraient que je trouvais ma voie. En décembre 2020, après un Noël où ma mère a dit à une pièce pleine de proches que j'étais, entre deux choses. Alors que j'étais assise à 1,2 m avec une entreprise qui venait d'atteindre 1 million en ARR, je suis retourné à Austin et j'ai pris une décision. Je n'allais rien leur dire. Je n'allais pas les inviter. Je n'allais pas parler de travail lors des événements familiaux. J'allais juste disparaître. Lentement, comme une bougie dans un courant d'air. Ils ne le remarqueraient pas. Avant un certain temps. Quand ils le feraient, je serais trop loin pour être atteinte. 5 ans se sont écoulés. J'ai manqué 2 Thanksgiving, 3 Noël, le mariage de mon cousin, le 60e anniversaire de mon père et l'opération de la vésicule biliaire de ma mère. J'ai envoyé des fleurs pour l'opération. Ma mère m'a laissé un message vocal disant que cela aurait été bien si j'étais venu en personne, mais qu'elle comprenait que j'étais très occupé avec tout ce que tu fais maintenant. J'ai supprimé le message vocal. La seule personne de ma famille avec qui je suis resté en contact régulier était ma grand-mère. La mère de ma mère, elle s'appelle Coraline, mais tout le monde l'appelle K. C'est la seule personne de cette famille qui m'a toujours regardé comme un être humain à part entière, et non comme une ébauche décevante de ma sœur. Quand j'avais 8 ans, elle m'a prise à part lors d'un barbecue familial après que mon père ait bruyamment annoncé à tout le jardin que j'avais échoué à mes tables de multiplication. Et elle a dit, Queen Bug, écoute-moi. Il n'y a rien de mal chez toi. Tu vois juste le monde un peu de travers et un jour, c'est ça qui te sauvera. Accroche-toi à ça. Je ne l'ai jamais oublié.
Je ne suis pas sûr que j'aurais tenu le coup sans ça. J'appelais Cora tous les dimanches à 16 h pendant 5 ans. Elle savait tout. Elle connaissait Switchback. Elle connaissait la série A et la série B. Elle savait quand j'avais acheté ma maison à Westlake Hills. Elle savait quand j'étais sorti avec un homme qui s'était avéré être marié. Et elle savait quand j'avais commencé à fréquenter l'homme à qui je suis maintenant fiancé, un ingénieur en structure nommé Wa, qui est d'une patience incroyable avec toutes mes bêtises. Cora gardait tous les secrets que je lui confiais. Elle m'a dit plus d'une fois qu'elle était tellement fière de moi que sa poitrine lui faisait mal. Elle m'a aussi dit tous les dimanches que la famille m'attendait quand je serais prête. Qu'elle espérait que je serais prête avant qu'elle ne manque de temps. Ce qui me ramène au message de Bryn à 23h47 un mardi soir. Cora allait avoir 80 ans. La fête était organisée chez mes parents dans 3 semaines. Cora m'avait appelé la semaine précédente et m'avait demandé d'une voix si petite qu'elle m'avait brisé quelque chose dans la poitrine si je voulais bien venir juste cette fois-ci. Elle a dit qu'elle n'attendait pas de moi que je règle quoi que ce soit avec mes parents. Elle voulait juste que je sois dans la pièce. Alors, j'avais dit oui. J'avais dit à ma mère au téléphone que je serais là. Ma mère avait dit d'une voix comme du thé froid, eh bien, c'est une surprise. Et nous avions raccroché 2 minutes plus tard. Puis, 4 jours avant la fête, j'ai reçu un autre message de ma mère. Il disait, Queen, ta sœur et moi en avons discuté. Nous ne pensons pas que ce soit l'événement approprié pour que tu reviennes dans la famille. Grand-mère est fragile. Nous préférons que tu attendes et que tu lui rendes visite une autre fois. Nous espérons que tu comprends. J'ai lu ce message dans mon bureau à 18 h. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis resté assise à mon bureau pendant longtemps. Et je n'ai pas pleuré parce que j'avais déjà pleuré à cause de ma mère il y a longtemps. Je suis juste resté assise et j'ai ressenti cette chose très calme, très claire s'installer dans ma poitrine. C'était le sentiment de finalement comprendre quelque chose que j'avais évité pendant des années. Il ne voulait pas de moi là-bas parce que Bryn ne voulait pas de moi là-bas. Et Bryn ne voulait pas de moi là-bas parce que Bryn savait, à un niveau animal, que quelque chose dans ma vie était devenu trop grand pour être contrôlé. Le lendemain matin, j'ai appelé Cora. Je lui ai dit que j'avais été désinvité. Il y a eu une pause sur la ligne, puis elle a dit très doucement, tu viens. Quand même, Queen Bug, tu viens et tu ne t'en excuses pas. Je te le demande. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché et je suis allé au bureau et j'ai travaillé une journée normale, car je ne savais pas encore ce qui allait arriver. Ce que je ne savais pas, et que je n'ai découvert que plus tard, c'est qu'à peu près au moment où j'étais désinvité de la fête d'anniversaire de ma propre grand-mère, ma sœur Bryn était assise dans un centre commercial de North Charleston, remettant un chèque d'acompte à un détective privé nommé Roland Mandé. Bryn avait décidé, quelques 6 mois auparavant, que j'étais une menteuse. Pas seulement une déception, pas seulement la brebis galeuse, mais une véritable fraude. Elle s'était convaincue que je menais une sorte d'escroquerie. Elle avait apparemment vu quelque chose sur LinkedIn, une vague mention de mon titre dans une entreprise dont elle n'avait jamais entendu parler. Et au lieu de m'interroger à ce sujet, elle avait fait ce que Bryn fait toujours, construire tout un récit dans sa tête et le présenter à mes parents comme un fait. Son plan, comme je l'apprendrai plus tard, était élégant dans sa cruauté. Elle avait engagé Mandé et son partenaire pour déterrer la vérité sur ma fausse entreprise. Son hypothèse était qu'il découvrirait que j'étais au mieux une employée de bas niveau, probablement au chômage, peut-être vivant à crédit. Elle allait attendre la fête de Cora. Elle allait me laisser arriver sans invitation. Devant 40 parents, et puis, entre le gâteau et les toasts, elle allait se lever. Et me démasquer avec amour, document à l'appui, devant tout ce que Cora aimait.
Elle a raconté le plan à mes parents. Ils ont convenu que c'était pour le mieux. Ils pensaient qu'une confrontation publique était ce dont j'avais besoin pour revenir à la réalité. Ils étaient si confiants dans ce que les enquêteurs trouveraient qu'ils ont payé aux hommes une prime pour accélérer le rapport. Mandé et son partenaire étaient bons dans leur travail. Ce fut la première erreur de Brin. Elle avait engagé des professionnels et les professionnels ne décident pas ce qu'ils cherchent avant de chercher. Ils suivent les pistes. Les pistes ont mené là où personne ne s'attendait. J'ai conduit jusqu'à Edisto Bend un samedi après-midi. Je portais une blouse en soie anthracite, un jean foncé, et une paire de bottines que Wam avait achetées à Mexico. J'avais les cheveux détachés. Je portais les vieilles boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, celles qu'elle m'avait offertes pour ma remise de diplôme du lycée, quand personne d'autre n'avait pris la peine de me donner quoi que ce soit. Je conduisais ma propre voiture, un SUV de 4 ans que j'avais depuis avant le décollage de l'entreprise, car je ne crois pas aux voitures ostentatoires. Je n'ai pas amené Wa. Je n'ai rien apporté, à part un livre emballé pour Cora, une première édition d'un roman d'Eudora Welty que j'avais déniché sur un site d'antiquaire pour une somme embarrassante. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 16h18. La fête avait commencé à 16h. Il y avait déjà probablement 20 voitures. Je suis resté dans la mienne pendant une minute entière et j'ai respiré. Puis, je suis sorti et j'ai monté les marches de la maison où j'ai grandi, pour la première fois en 5 ans. Ma mère a ouvert la porte. Je n'oublierai jamais son visage. Il a traversé environ 6 expressions en 2 secondes. Surprise, colère, calcul, puis un sourire cassant qui n'atteignait absolument pas ses yeux. Elle a dit, « Queen, je croyais que nous en avions discuté. » J'ai dit, « Grand-mère m'a demandé de venir. » Elle n'a pas bougé de l'entrée. Elle est restée là. De l'intérieur de la maison, j'entendais des voix, des rires, ma tante Rosalind disant quelque chose à propos d'une tarte aux échecs. J'ai attendu. Après ce qui a semblé une très longue période, ma mère s'est écartée, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que l'alternative était de faire une scène sur son propre porche. Je suis entré dans le salon. Ce qui est particulier avec une pièce qui devient silencieuse, c'est que cela n'arrive pas d'un coup. Cela arrive par morceaux. Un rire s'éteint. Un verre teinte. Quelqu'un dit « Oh » très doucement, comme si l'air avait été aspiré de lui. En environ 10 secondes, tous les visages de cette pièce étaient tournés vers moi. Cora était assise dans le fauteuil à oreilles. Près de la cheminée, celui où elle était toujours assise, avec une couronne en papier sur la tête que, visiblement, un arrière-petit enfant lui avait fabriqué. Quand elle m'a vu, tout son visage s'est illuminé comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur derrière ses yeux. Elle a tendu les mains. J'ai traversé la pièce et je me suis agenouillé à côté de sa chaise et j'ai pris ses mains et elle a dit dans mes cheveux, « C'est ma fille. C'est ma fille courageuse. » J'ai senti ma sœur Brin avant de la voir. Elle se tenait près de l'arche de la salle à manger, dans une robe bleu marine, les bras croisés. Elle me regardait avec une expression que j'avais vue sur son visage 1000 fois en grandissant. Le regard d'une personne qui recalcule quelque chose en temps réel. Elle s'attendait à ce que je me glisse en m'excusant. Elle s'attendait à exploiter le moment. Au lieu de cela, j'étais entré comme si j'étais chez moi. Et ma grand-mère m'avait accueilli comme la fille prodigue qui revient. Et Brin pouvait sentir la pièce pencher en sa défaveur. Elle s'est rapidement remise. Elle le faisait toujours. « Queen, dit-elle, en projetant sa voix comme elle le fait. Quelle surprise. Nous commencions à nous demander si tu reviendrais un jour nous voir. » Plusieurs têtes se sont tournées vers elle, puis vers moi. Mon père est apparu dans l'entrée derrière elle,
tenant un verre d'une boisson. Ambré. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Eux deux. J'ai dit. Salut, Bryn. Salut, papa. Bryn a souri. C'était le sourire que j'avais vu à travers les tables de salle à manger toute ma vie. Nous avons tous été si curieux de savoir ce que tu faisais. Pourquoi ne pas le raconter à tout le monde pendant que tu es là? C'est le moment, je pense, où Bryn a vraiment cru qu'elle me tenait. Elle pensait que je paniquerais. Elle pensait que je tergiverserais, ou bégayerais, ou changerais de sujet. Elle avait planifié le reste de la soirée autour de mon malaise. Je me suis levé du côté de la chaise de Cora. J'ai dit d'une voix parfaitement égale, je dirige une entreprise de logiciels à Austin. Nous fabriquons des logiciels logistiques pour les transporteurs de fret. Nous avons 838 employés. Nous avons réalisé environ 42 millions de dollars de revenus l'année dernière. Je suis la PDG et je l'ai cofondée en 2019. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis. Ma tante Rosalyn, de toutes les personnes présentes, fut la première à parler. Elle a dit, Queen, ma chérie, c'est merveilleux. Pourquoi diable ne nous l'as-tu pas dit? J'ai regardé ma mère et j'ai regardé ma sœur et j'ai dit très calmement, j'ai essayé. C'est alors que la sonnette a retenti. Ma mère, affolée, est retournée à la porte. Elle l'a ouverte. Deux hommes se tenaient sur le porche. L'un avait la cinquantaine, latino, en costume gris. L'autre était plus jeune, blanc, peut-être 40 ans, en pantalon et chemise boutonnée. Il y avait une femme avec eux, dans un blazer sombre, tenant un porte-document en cuir. Et derrière eux, garée sur le trottoir, se trouvait une berline banalisée et une voiture de shérif du comté de Charleston. L'homme plus âgé a dit, Madame Hartwell, mon nom est Roland Mandé. Je suis désolé de faire cela ici. Nous devons parler à Bryn Hartwell. J'ai observé le visage de ma mère. Je l'ai regardé relier les poings. J'ai regardé Bryn, derrière elle, devenir absolument blanche. Je vais vous raconter ce que j'ai appris plus tard, car à l'époque, je ne comprenais rien de tout cela. Lorsque Mandé et son partenaire ont commencé à enquêter sur moi, ils ont fait ce que les enquêteurs font toujours, suivre l'argent. Ils ont passé mon nom dans les bases de données standards et ont très vite découvert que j'étais qui je disais être. PDG de Switchback Logistique. Fondatrice, véritable entreprise, vrais investisseurs, vrais revenus. Tout était sur les documents de la SEC de notre dernière levée de fonds. Il leur a fallu environ 90 minutes pour confirmer, mais ils avaient été payés une avance substantielle pour produire un rapport détaillé. Et Bryn avait été très spécifique quant à sa volonté qu'ils trouvent des preuves de fraude. Alors ils ont continué à creuser, et à un moment donné, ils se sont posé une question raisonnable, qui nous paie pour enquêter sur cette femme et pourquoi? Ils ont donc effectué une vérification financière de routine sur Bryn. Bryn travaillait pour une organisation à but non lucratif d'alphabétisation des enfants dans le centre-ville de Charleston, appelée la Low Country Reading Initiative. Elle en était la directrice du développement depuis près de 7 ans. L'organisation à but non lucratif avait un budget annuel d'environ 2,5 millions de dollars, la plupart provenant de donateurs privés et de quelques subventions de fondations. Bryn était responsable de la gestion des relations avec les donateurs, du traitement des dons importants et de la supervision du calendrier de décaissement des subventions. Ce que Mandé a découvert en examinant ses finances, c'est que ma sœur avait discrètement transféré de l'argent des comptes des donateurs vers une série de SARL personnels pendant la majeure partie de 3 ans. Elle avait pris environ 470 000 dollars. Elle l'avait utilisé pour payer les dettes de jeu de son mari, pour rénover leur maison à Mount Pleasant et pour financer un style de vie dont mes parents se
Vantait à chaque événement familial depuis 2 ans. Sans jamais demander. Comment une directrice du développement d'une organisation à but non lucratif pouvait se permettre une cuisine avec du marbre italien importé? Mandé n'était pas un policier, mais il avait un ami au bureau du shérif du comté de Charleston, et il avait une obligation, à la fois éthique et légale, de signaler ce qu'il avait trouvé. Il avait appelé son ami le jeudi. Le vendredi après-midi, une réunion d'urgence avait eu lieu. Le samedi matin, un mandat avait été délivré. Le samedi à 16 h, des adjoints attendaient devant la maison de Brin. Quand sa voiture s'est garée dans l'allée de nos parents pour la fête, il l'avait suivie à distance. Mandé avait insisté pour être là, non pas pour procéder à une arrestation. Il ne pouvait pas faire cela, mais parce qu'il sentait qu'il me le devait, et parce que Brin l'avait engagé, et parce qu'il l'avait regardé planifier d'humilier sa propre sœur au 80e anniversaire de leur grand-mère, sur la base de mensonges. Et il avait voulu être l'homme qui frapperait à la porte. Les adjoints sont entrés derrière lui. Ils l'ont fait discrètement. Il ne voulait pas traumatiser une femme de 80 ans avec une couronne en papier. Ils ont demandé à Brin de se rendre dans la cuisine. Elle y est allée. Mon père a suivi. Ma mère est restée dans l'entrée, la main pressée contre sa clavicule, fixant le mur. Je me suis assise sur la coudoir de la chaise de Cora. K a levé la main et l'a posée sur mon dos. Elle n'a rien dit. Elle a juste laissé sa main là. Les proches dans la pièce n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils pouvaient sentir que quelque chose n'allait pas, mais ils ne pouvaient pas dire quoi. Ma tante Rosalyn a essayé de combler le silence en demandant aux gens s'ils voulaient plus de tartes. Quelques cousins ont dérivé vers la cuisine, puis sont revenus l'air confus. Après environ 12 minutes, ma sœur est sortie de la cuisine, un adjoint de chaque côté d'elle. Elle n'était pas encore menottée. Ils m'ont dit plus tard qu'elle leur avait demandé de ne pas le faire devant Cora. Les adjoints, qui, je pense, étaient des hommes décents, ont accepté. Brina traversait le salon. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle pleurait, mais doucement, comme notre mère pleure, c'est-à-dire à peine. Mon père marchait derrière elle et son visage était celui d'un homme qui avait été frappé très fort à un endroit qu'il ignorait exister. Ils l'ont mise à l'arrière du véhicule de police dans l'allée. Ils l'ont menotté là. Environ 15 proches ont regardé la scène à travers la baie vitrée. Personne n'a parlé. Je vous épargnerai la plupart de ce qui a suivi, car ce n'est pas vraiment une histoire, c'est juste de la paperasse et du chagrin. Brin a été accusé de détournement de fonds, de fraude électronique et de quelques chefs d'accusation. De falsification de dossiers financiers d'organisations à but non lucratif. Elle a accepté un accord de plaidoyer quelques mois plus tard. Elle purgera 38 mois. Dans une institution fédérale en Virginie occidentale. Son mari a demandé le divorce 6 semaines après l'arrestation. La Low Country Reading Initiative a survécu parce que les donateurs se sont mobilisés et parce que je leur ai discrètement fait un chèque suffisamment important pour couvrir tout le déficit, à la condition que personne ne dise jamais à mes parents que je l'avais fait. Mes parents ont perdu la maison d'Edisto Bend. Ils n'avaient rien fait de criminel techniquement, mais Brin avait fait passer une partie de l'argent détourné par un compte que mon père avait co-signé, et le règlement civil avec l'assureur de l'organisation à but non lucratif a englouti l'équité. Ils ont emménagé dans une maison de ville que ma tante Rosland les a aidés à louer. Mon père ne m'a pas parlé depuis la fête. Ma mère m'a appelé une fois. Environ 2 mois après, et m'a demandé si j'étais prête à discuter de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je le ferais quand elle serait prête à s'excuser pour la façon dont elle m'avait élevé. Elle a raccroché. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Cora a déménagé de sa petite maison il y a 1 an, car
Les escaliers devenaient trop difficiles. Elle vit maintenant dans une petite maison d'amis sur ma propriété à Westlake Hills. Je l'ai fait construire pour elle. Elle a un jardin. Elle a un piano. Elle regarde les cerfs sortir de la zone verte tous les soirs au crépuscule. Elle a eu 81 ans le mois dernier. Nous avons eu une petite fête. Oua a fait le gâteau. Cora portait la même couronne en papier que son arrière-petite-fille lui avait faite 2 ans plus tôt, celle qu'elle avait gardée et apportée avec elle dans une boîte à chapeau. Les gens me demandent, quand cette histoire est évoquée, si je me sens vengé. Si j'ai l'impression que justice a été rendue. Je ne sais jamais vraiment. Comment répondre à cela? La réponse honnête est que je ne me sens pas triomphante. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Ce que je ressens surtout, c'est de la fatigue. Une fatigue profonde, ancrée dans les os. Comme celle que l'on ressent après une longue maladie. Car la vérité est que je ne voulais pas avoir raison à propos de ma famille. J'aurais donné beaucoup pour avoir tort. J'aurais donné presque n'importe quoi pour que ma mère m'ait regardé, à un moment donné, et ait vu ce que ma grand-mère a vu. J'aurais donné n'importe quoi pour que mon père me pose une vraie question sur mon travail. J'aurais donné n'importe quoi pour que ma sœur ait juste été ma sœur. Au lieu du mur que j'ai passé 30 ans à escalader. Je n'ai rien eu de tout cela. Ce que j'ai eu à la place, c'est une vie que j'ai construite sans eux, et une grand-mère qui a cru en moi, et un avenir où la voix de ma mère ne me dit plus, en arrière-plan, que je ne suis pas assez. Si vous lisez ceci, et que vous êtes la personne décevante de votre famille. Celle qui voit le monde un peu de travers, celle dont les succès sont ignorés. Les échecs répertoriés, je veux vous dire quelque chose que ma grand-mère m'a dit quand j'avais 8 ans, il n'y a rien de mal chez vous. Vous n'êtes pas une ébauche brisée de quelqu'un d'autre. Vous êtes votre propre première édition. Accrochez-vous à cela et construisez la vie qui le prouve. Et ne gâchez pas un seul après-midi à essayer de vous faire aimer par des gens qui ont déjà décidé de ne pas le faire. Leur opinion de vous n'est pas votre héritage. Ça ne l'a jamais été. Vous avez le droit de la déposer. Vous avez le droit de partir. Et un jour, un samedi après-midi, sur un Porsche, dans une ville où vous avez vécu, vous comprendrez que vous l'avez déjà fait. J'ai repensé à cet après-midi de samedi 1 millier de fois depuis que c'est arrivé. Et ce à quoi je reviens sans cesse, ce n'est pas le moment où ma sœur a été emmenée me noter de la maison de nos parents. C'est les $1100 que j'avais sur mon compte courant quand j'ai déménagé à Austin en 2016. Parce que tout ce qui s'est passé dans ce salon, chaque réaction sur chaque visage, était déjà inscrit dans les choix que j'avais fait 9 ans plus tôt, quand personne ne regardait. Bryn n'a pas fini à l'arrière de cette voiture de police parce que l'univers a décidé de la punir. Elle a fini là parce que pendant 3 ans, elle s'était tranquillement dit que personne ne prêtait attention. Et une fois que vous commencez à vous dire ça, le mensonge devient plus facile à chaque fois. Elle pensait pouvoir voler une organisation à but non lucratif d'alphabétisation des enfants et écrire des récits sur mon échec en même temps, et que les comptes s'équilibreraient toujours. Ce ne fut pas le cas. Cela ne l'est jamais. Ce qui est particulier avec les raccourcis dans l'obscurité, c'est que l'on oublie à quel point la lumière finit par être allumée. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas le talent. Je veux être honnête à ce sujet, car je pense que beaucoup de gens regardent des histoires comme la mienne et supposent que le sous-estimé avait quelque chose de spécial que le reste d'entre nous n'a pas. Je ne l'avais pas. Ce que j'avais, c'était un sous-sol, et un livre de bibliothèque, et un refus de cesser de me défendre, même quand personne d'autre ne le ferait. Ce n'est pas un don. C'est une discipline. N'importe qui peut la construire. Cela prend juste plus de temps que vous ne le pensez et cela coûte plus cher que ce que l'on vous dit. Et cela arrive presque toujours pendant les années où vous semblez échouer. Je veux aussi dire quelque chose à propos de ma grand-mère, car Cora est là.
Raison pour laquelle je peux raconter cette histoire sans amertume. Quand j'avais 8 ans, elle m'a dit qu'il n'y avait rien de mal en moi. Cette phrase était une petite chose. Elle a probablement oublié l'avoir dite avant le dîner. Mais je l'ai portée pendant 23 ans. Et les jours où je voulais abandonner, cette phrase était le sol sous mes pieds. Un adulte, une seule fois, m'a dit la vérité sur moi-même, et cela a suffi. Si vous êtes un adulte dans la vie d'un enfant en ce moment, s'il vous plaît, comprenez ce que vous êtes capable de faire en 30 secondes. Vous pouvez construire une personne. La leçon la plus difficile, celle que j'apprends encore, est qu'avoir raison sur les gens qui vous ont blessé n'est pas la même chose que d'être guéri d'eux. Mes parents sont toujours mes parents. Il me manque la version d'eux que je n'ai jamais pu avoir. Il me manque à Noël, et il me manque quand quelque chose de bien se passe au travail, et il me manque d'une manière particulière le dimanche après-midi. La justice est venue, la vindication est venue, la douleur n'est pas partie avec eux. Alors, si vous êtes la personne décevante, l'étrange, celle qui voit le monde de travers, s'il vous plaît, écoutez. Vous n'attendez pas de permission. Vous ne passez pas d'audition pour un amour qui était déjà censé être le vôtre. Construisez votre vie. Dites la vérité. Gardez les preuves. Et quand la pièce devient enfin silencieuse, entrez comme si vous y apparteniez, parce que vous y appartenez.